Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique sur Radio Sensation. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et aujourd'hui, je reçois Stéphane Manson. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Stéphane Manson, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de droit public à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et à l'université Versailles-Saint-Quentin. Avec vous, nous allons donc décrypter les résultats de ce premier tour de la présidentielle qui a vu la qualification d'Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, avec 24% des voix, et de Marine Le Pen du Front National, avec un peu plus de 21% des suffrages. Quel est le bilan de ce premier tour en France et dans les Yvelines et quelle perspective pour le second tour qui a lieu tout juste dans une semaine? C'est parti. L'Hebdo Politique sur Sensation. Alors Stéphane Manson, même si les sondages l'annonçaient, expliquez-nous pourquoi ce résultat du premier tour est un peu inédit dans la Ve République. Ce résultat, il est, et on l'entend depuis dimanche, cette analyse, mais je la crois tout à fait fondée, c'est-à-dire que je crois que ce résultat est triplement inédit, en premier lieu parce que, et c'est un fait quasi historique, pour la première fois depuis 1965, c'est-à-dire depuis la première élection présidentielle au suffrage universel direct, aucune des deux grandes forces politiques qui structurent la vie politique nationale n'est présente au second tour de cette élection majeure, de cette élection structurante dans notre vie politique. Ce résultat, il est aussi très novateur pour une deuxième raison, c'est que on est en présence au second tour, ce qui n'est pas rien, à titre symbolique au moins, d'un parti politique qui n'est pas un parti traditionnel, qui reste un parti, alors qui n'est plus marginal, puisque je crois que de mon point de vue, il est plutôt même au centre de la vie politique, le Front National, avec plus de 7 700 000 voix, ce qui est absolument considérable. Et un score alors qui est sans doute un peu moindre que celui qui était attendu, voire espéré par les partisans du FN, mais qui est un score considérable malgré tout. Et puis, novation enfin, pour une troisième raison, c'est que arrive tel une météorite, Emmanuel Macron, qui jusqu'il y a 3 ans était parfaitement inconnu. Notre vie politique ne nous avait pas habitués à ce genre de surprise, tant la vie politique française, et on l'a suffisamment dit ou écrit, apparaît comme étant sclérosée, fermée, etc., assez rétive à l'innovation, etc. Non, voilà vraiment les trois, me semble-t-il, les trois grands points qui font que cette élection n'est pas une élection comme les autres. Comment est-ce qu'ils ont réussi à rebattre les cartes, ces deux candidats, et à arriver au second tour, à séduire les électeurs? Est-ce qu'il y a aussi des erreurs de la part de ces deux grands partis qui ne sont pas là, le LR et le PS? L'erreur, je serais peut-être pas si, comment dirais-je, si sévère, voire si méchant avec ces deux grands partis qui sont le Parti socialiste et les Républicains. Je crois que ces deux formations sont victimes, au-delà des quelques innovations dont ils ont fait preuve au cours des dernières années, sont victimes peut-être d'une certaine vieillesse, d'un certain immobilisme, d'une certaine incapacité à se renouveler de manière beaucoup plus profonde que ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent. Et donc, face à cela, le Front National, lui, n'en est pas à son coup d'essai, puisque, regardez les chiffres, le Front National a commencé à frémir dans les urnes, dans les élections, à compter du milieu des années 1980. Souvenez-vous, par exemple, de ses premiers frémissements en élection municipale, c'était non loin d'ici, à Dreux, ce qui avait déclenché déjà des commentaires assez, pour le coup, assez affolés, vraiment très étonnés. Mais vous voyez, en presque 30 ans, en plus de 30 ans, en à peine 30 ans, le Front National est devenu, et s'est vraiment positionné au centre de la vie politique. On a l'impression qu'aujourd'hui, la vie politique gravite autour de ce parti qui, naguère, était un parti tout à fait marginal et qui ne l'est plus. Et puis face à cela, alors En Marche, qui, vous l'aurez noté, est qualifié de mouvement et surtout pas de parti. On parle plus de parti aujourd'hui. Vous avez remarqué que les membres du parti Les Républicains parlent de famille politique. Bon, c'est dire à quel point le terme parti et la notion même de parti politique en France est une notion qui ne va pas de soi, beaucoup moins que dans d'autres grandes démocraties, en Allemagne, aux États-Unis ou au Royaume-Uni par exemple. Et donc le mouvement En Marche, qui est récent, qui a tout juste 1 an, lui a plutôt sa carte à jouer aux législatives. On va voir ce que ça va donner, parce que on en parlera. Se transformer en agence électorale pour l'élection présidentielle, c'est déjà suffisamment compliqué, mais c'est pas si difficile que d'obtenir des sièges à l'Assemblée nationale. Donc il y a aussi là une grande carte à jouer pour le parti, j'ose dire, pour le parti politique de Macron.
Il y a un autre chiffre aussi qui est important dans ce premier tour, c'est la participation, qui a été très forte, même si c'est une élection où, comme d'habitude, les Français vont assez voter, 80%. Alors, ça va à l'encontre de ce qu'on disait, que les Français s'intéressent plus aux politiques, veulent envoyer tout paître. Bah non, en fait, ils sont présents, ils sont venus. Ouais. On verra, on en reparlera pour le second tour, mais déjà là, en tout cas, ils étaient là. Oui, alors il y a peut-être une double analyse à faire de ce chiffre qui est très bon, enfin qui est à peu près stable par rapport aux autres scrutins présidentiels. La première analyse, c'est que là, on était face à une élection à enjeu. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. On a affaire, en principe, à ce que les sondeurs appellent une cristallisation de l'opinion publique, à peu près 2 à 3 mois avant le premier tour de scrutin. Là, ça n'a pas été le cas. Et si cristallisation il y a eu, cette cristallisation s'est déroulée ou s'est effectuée autour des 4 candidats principaux, ce qui, en vérité, ne s'était jamais vu. Donc il y a eu un réel enjeu, un réel suspense, qui a sans doute motivé beaucoup d'électeurs. Et puis la seconde réponse qu'on peut faire, c'est qu'au-delà, et une réponse plus structurelle, c'est que contrairement à ce que l'on pensait ou à ce que l'on dit, les Français ne se détournent pas tant que cela de leur vie politique, surtout lorsqu'ils sont face à une offre qui leur permet peut-être de faire passer un message de demande de renouvellement, un message de ras-le-bol avec le Front National d'un côté. Vous connaissez la réflexion qui est faite, on les a tous essayés sauf le Front National, donc voyons ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est une bonne réflexion, si ça mérite qu'on s'y attarde. Et puis de l'autre côté, donc le mouvement En Marche, alors qui lui vient de nulle part, si vous voulez, qui a du mal à se positionner, d'accord, mais qui constitue malgré tout une offre totalement nouvelle dans la vie politique. Donc je crois que ces deux raisons expliquent que la participation a été bien meilleure que ce qu'on avait pu penser. Si on parle des 3 candidats derrière, on ne va pas parler des 11. D'ailleurs, ce sera une question intéressante. Je vais peut-être la poser tout de suite d'ailleurs. Est-ce que c'était pas trop, 11 candidats ? Est-ce que c'est pas les limites de la démocratie ? Est-ce que certains candidats tout proches d'être au second tour n'ont pas perdu justement à cause de ces petits candidats ? Oui, moi je vois ça plutôt, 11 candidats, comme un facteur de pluralisme politique. Il faut que chacun puisse s'exprimer. Alors d'un autre côté, c'est vrai que la campagne tend toujours à être plus ou moins, j'ose pas dire polluée si vous voulez, mais court-circuitée par des candidats qui sont, pardonnez-moi, qui ont un côté un peu fantaisiste, etc. Mais le filtre des 500 signatures, moi, me semble un mécanisme assez, de ce point de vue-là, assez sain, parce que c'est quand même un filtre, mais qui ne ferme pas la porte à des candidats qui peuvent apparaître comme étant un peu originaux, si vous voulez. Alors, parlons donc des trois candidats qui suivent les 2 candidats FN et En Marche. François Fillon, il est donc en bas du podium, 3e. Qu'est-ce qui lui a manqué ? Est-ce que c'est uniquement les affaires ou est-ce que son programme aussi n'a pas réussi à séduire ? Non, moi je pense que c'est... la candidature Fillon est partie telle une fusée à la suite des primaires. Vous vous souvenez, il était donné à entre 30 et 33%. Pour le premier tour, ce qui est un score, ce qui aurait été un score totalement considérable, faire plus d'un tiers des voix au premier tour, mais ça s'est achevé dans un désastre. Mais je crois que c'était un désastre annoncé. C'est l'homme qui a été boudé ou c'est ses idées ? Non, je crois que c'est l'homme, parce que là encore, les sondages et les enquêtes d'opinion ont révélé pendant toute l'année qui a précédé le premier tour qu'il y avait, et c'est une expression utilisée avec laquelle je suis d'accord encore une fois, une envie de droite en France. Il y avait une envie de droite. Donc il y a une question d'homme qui se pose. Je crois que le programme qui était proposé, alors avait un côté un peu surréaliste sur plusieurs points. Quand j'entends surréaliste, je dis parfaitement irréalisable en 5 années. Alors on s'est focalisé sur les 500 000 fonctionnaires de moins. Ça, je suis convaincu que c'est pas possible, du moins en 5 ans. Mais la question de l'homme s'est posée. Et l'une des erreurs monumentales a été de penser que les affaires ne faisaient pas partie de la campagne. Vous vous souvenez, on a dit, bon, maintenant on a suffisamment parlé des affaires, au point que Fillon d'ailleurs refusait de répondre aux journalistes sur cette question-là. On a suffisamment parlé des affaires, parlons de la campagne, parlons du fond, parlons de ce qui intéresse les Français. Mais grossière erreur, ce qui intéresse les Français, c'est aussi cette question de la morale, de la moralité en politique, c'est la question de l'exemplarité de leurs grands élus.
Surtout pour la présidentielle. Mais surtout pour la présidentielle. Et je crois que autant Fillon que son entourage, alors qu'il s'est considérablement réduit au fil du temps, mais que sa garde rapprochée, ont mésestimé cet aspect-là. Et si on repasse le film de cette campagne de premier tour, c'est un désastre aussi du point de vue de, entre guillemets, la défense adoptée par Fillon. Que de dire que finalement, voilà, enfin, il présente ses excuses et puis passons vite à autre chose. Mais non, c'était crucial, c'était le cœur au fond de la campagne électorale, cette question-là. Donc, un problème Fillon, un problème de casserole, oui, très clairement. Est-ce qu'ils vont réussir à rattraper un petit peu le coup, c'est en tout cas ce qu'ils espèrent, au match d'après, c'est des législatives d'après vous ? C'est pas exclu parce que les Républicains, ça n'est quand même, c'est un gros parti politique. Ça reste quand même une force politique très organisée, avec beaucoup d'élus locaux, avec une base militante finalement assez forte, et c'est ce qu'il faut pour les législatives. Même si aujourd'hui les législatives sont entraînées par la dynamique de l'élection présidentielle, il n'en reste pas moins qu'il faut quand même une grosse machine de guerre politique pour pouvoir remporter des sièges. Et les Républicains sont, de ce point de vue-là, plutôt bien servis, si vous voulez. Mais enfin, ça va être quand même assez compliqué. Le PS a moins de 10%, ça s'était jamais vu depuis 1965. Qu'est-ce qui s'est passé également ? Même question que pour François Fillon. À votre avis, est-ce que le choix du candidat sorti des primaires, est-ce que les primaires aussi, et je pense qu'elles n'existeront plus là, je pense que les partis ont compris, est-ce que c'était le bon choix ? Est-ce qu'il a fait une mauvaise campagne ? Est-ce que ses idées n'étaient pas réalisables non plus ? Alors vous dites le Parti Socialiste à moins de 10, enfin il est proche de 6. Oui, c'est même presque ouais. C'est pire, parce qu'il serait à 10, enfin ça serait un désastre, mais alors là c'est vraiment le Titanic si vous voulez. Et le PS est aujourd'hui au niveau où la gauche non communiste, puisque le PS n'existait pas encore à l'époque, se trouvait en 1969, élection présidentielle de 1969, après le départ du général de Gaulle, donc qui a conduit à l'élection de Georges Pompidou, et c'est Gaston Defferre qui portait, l'ancien maire de Marseille, ancien ministre de l'Intérieur, qui portait à l'époque les couleurs de cette gauche non socialiste, et il avait fait aux alentours de 6, entre 5 et 6. Bon. C'est dire que ce parti d'Épinay refondé par François Mitterrand en 1971, très clairement aujourd'hui n'existe plus, et qu'il va falloir donc que les socialistes se posent sérieusement la question d'une refondation. Alors pourquoi un tel désastre ? Au fond un désastre annoncé. Je ne crois pas que ce soit les primaires en elles-mêmes, si vous voulez, qui aient conduit à ce désastre-là. Je crois que c'est plutôt le positionnement de Benoît Hamon qui a donné l'impression pendant cette campagne de ne jamais être sorti de la campagne électorale pour les primaires. Ce qu'on a vu, ça n'était pas fondamentalement un candidat à l'élection présidentielle, ça restait le vainqueur des primaires de la belle Alliance populaire. Et je crois que l'erreur, si tant est qu'il y ait eu une erreur, a été pour Hamon de faire du pied à la gauche de sa gauche, tant aux Verts, alors je sais pas une insulte que de dire que les Verts ne représentent qu'entre 1 et 2, qu'à Mélenchon. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas fonctionné. Il aurait dû, mais je ne sais pas s'il aurait pu, plutôt se tourner vers sa droite. C'est-à-dire essayer de rassembler, mais ça aurait été contraire avec tout ce qu'il avait fait pendant le quinquennat. Ça n'était pas chose facile, et c'est vrai qu'il s'est plaint, à juste titre, d'un certain nombre de défections, voire de trahisons, mais d'un autre côté, comment se plaindre de cette situation lorsque soi-même on a appelé ou on a essayé de constituer une majorité pour renverser le gouvernement de Manuel Valls pendant le quinquennat, pour constituer une motion de censure. Donc les choses étaient, dès le départ, très mal parties. Est-ce que les voix du PS ne sont pas allées sur Jean-Luc Mélenchon, troisième candidat qui a marqué ? C'est peut-être même la surprise finalement de ce premier tour. Ce score très élevé de Jean-Luc Mélenchon, près de 19. On l'a vu très déçu dimanche parce que je pense qu'il pensait être au second tour. Ce vote pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qui ? Alors ce vote pour Mélenchon, j'oserais vous dire d'une manière complètement non scientifique que c'est un peu tout le monde. Mais on sait aujourd'hui, avec le recul, qu'il y a à peu près un tiers des votants pour Mélenchon qui sont des jeunes. Alors je sais pas à partir de quand et jusqu'à quand on est jeune, mais enfin voilà. Des primo-votants comme on dit. Des primo-votants essentiellement. Ouais. Donc on sait que la jeunesse s'est plutôt tournée vers Mélenchon. On sait aussi que tous ceux qui voulaient porter un vote protestataire sans que ce vote protestataire n'alimente le Front National se sont évidemment dirigés vers Jean-Luc Mélenchon. Alors vous avez raison de souligner que Mélenchon ça a été
peut-être l'une des multiples surprises de cette campagne, mais j'allais dire la bonne surprise en ce sens que sa campagne a été absolument excellente. De mon point de vue, parmi les quatre candidats dont nous parlons, c'est lui qui a fait la meilleure campagne. La campagne la plus innovante, il a eu l'intelligence de ne pas rester sur ces thématiques de campagne de 2012. Vous vous souvenez, dans ces meetings en 2012, on chantait à l'international le point levé. Et là, à la fin de ces meetings, parfois on chantait la Marseillaise. Tout un symbole, mais un symbole très fort. Un symbole qui... Et puis le personnage a changé. Un personnage au caractère extrêmement fort, sans doute l'un des caractères les plus trempés de la vie politique aujourd'hui. Vous remarquerez que, notamment, il s'adresse à vos confrères sur un autre ton, qu'il daigne parfois sourire. Alors, il y a eu un travail personnel, les choses ont changé dans sa vie personnelle, on le sait, et on en voit l'empreinte aujourd'hui. Et cette évolution, je l'ai trouvée à la fois assez subtile et stratégiquement très intelligente. Et puisqu'on parle de stratégie, et pourtant... Grosse surprise, alors dans l'autre sens, là, depuis dimanche, silence de Jean-Luc Mélenchon, qui ne s'exprime pas, qui n'appelle pas, comme on pourrait l'attendre, à voter contre le Front National, qui laisse un peu ses électeurs perdus. Est-ce que ça vous a surpris qu'ils réagissent comme ça ? Parce que là, passer l'amertume d'avoir perdu, il y a certainement autre chose ? Il y a là encore deux éléments à apporter. Le premier, c'est que l'appel au vote, le désistement en faveur d'eux, qu'il avait fait en 2002. Il avait fait, et de manière très insistante pour François Hollande. Ce désistement, aujourd'hui, on sent que ça devient de plus en plus symbolique. C'est quand même encore un symbole, parce qu'on attend des grands leaders politiques qu'ils s'expriment sur ce point, qu'ils se désistent ou qu'ils offrent leur voix ou ne le fassent pas. Mais ça n'a vraiment qu'une portée symbolique. On le sait, les études le montrent sur l'électorat lui-même. L'électorat n'attend pas nécessairement que le leader pour lequel il a voté indique pour qui il faut voter au tour suivant, si vous voulez. Donc alors on dit assez souvent, c'est une infantilisation du corps électoral, laisser les électeurs décider par eux-mêmes, etc. Ce qui, sur le fond, est tout à fait juste. Et puis l'autre partie de la réponse qu'on peut faire, c'est que moi j'ai l'impression que les électeurs de Mélenchon sont pas si perdus que cela, qu'ils savent très bien ce qu'ils vont faire, et ce qu'apparemment ils vont faire, c'est soit s'abstenir, soit voter blanc. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a... On le saura mardi, puisqu'il y a un vote interne. Absolument. Mais qu'il y a une forme de haine, c'est peut-être beaucoup dire, mais d'hostilité absolue, d'hostilité pour beaucoup de partisans de Mélenchon, d'hostilité indépassable pour Macron. Macron, ça représente quand même, au titre du quinquennat qui s'achève, tout ce que cette gauche, et j'y mets d'ailleurs aussi la gauche du Parti Socialiste, pour une grande partie, tout ce que la gauche a détesté, mais au plus haut point. Et j'ai le sentiment que Macron m'apparaît comme étant presque plus détesté encore que Marine Le Pen par ces électeurs-là, parce qu'on sait que Macron, même s'il le met en sourdine aujourd'hui, c'est quand même pendant longtemps réclamé de la gauche, d'une certaine gauche, en disant la gauche c'est la famille de laquelle je viens. Et je crois que rien n'attise plus une forme de haine ou de détestation que celui qui se dit proche de vous, alors qu'en réalité il ne l'est pas. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cet hebdo politique consacré au décryptage du premier tour des élections présidentielles avec Stéphane Monson, professeur de droit public à Sciences Po et à l'université Versailles-Saint-Quentin. Alors le résultat dans les Yvelines maintenant, ça va être un petit peu différent que ceux au niveau national. Emmanuel Macron est arrivé en tête, comme en France, mais il est suivi de François Fillon, puis Jean-Luc Mélenchon et enfin Marine Le Pen. Est-ce qu'à votre avis, ça correspond aux tendances et aux autres scrutins dans le département ? Oui, si ce n'est que... J'allais dire, c'est pas une surprise que le candidat arrivé en tête au niveau national arrive en tête aussi au niveau départemental. La surprise, c'est évidemment le positionnement de François Fillon. La surprise. C'est pas une surprise au regard du profil électoral des électeurs des Yvelines, si vous voulez. On sait que les Yvelines, c'est une terre de la droite traditionnelle, telle que Fillon la représente. L'électorat Fillon et l'électorat yvelinois, si vous voulez, sociologiquement, ça se confond. Vraiment, c'est une sorte de décalque. Beaucoup plus, par exemple, que si c'était agi d'Alain Juppé. On sait que Fillon, dans les Yvelines, ça correspond vraiment à ce qu'est la droite yvelinoise.
Et puis il y a une autre confirmation, c'est, alors toute chose étant égale par ailleurs, le mauvais score du Front National. Enfin mauvais, il est à au-delà de 12, ce qui est déjà beaucoup, mais par rapport à son score national. Là encore, la force de cette droite parlementaire traditionnelle dans les Yvelines fait que le Front National a beaucoup de mal à percer. Alors sans parler de Paris et des autres départements, mais on sait que dans les Yvelines, le Front National a quand même quelques difficultés. Benoît Hamon, pour parler de lui, puisque c'est un élu des Yvelines, un député de Trappes, a fait un très mauvais score dans sa ville de Trappes et dans les environs, dans sa circonscription. Et pourtant, il se présente pour les législatives. Ça sera dur pour lui, à votre avis, ou il peut rattraper son mauvais score des présidentielles? C'est pas gagné, parce que on se disait au début, quand Benoît Hamon a été désigné par la primaire, il y aura peut-être un phénomène, entre guillemets, vu à la télé, si vous voulez, dans la circonscription. Bien que Benoît Hamon soit quand même très bien implanté jusqu'à présent dans cette circonscription, on s'est dit que ça ne pourrait que l'aider. Mais peut-être qu'on peut aujourd'hui tendre à se dire que finalement ce phénomène vu à la télé, ça pèsera plutôt comme un boulet, si vous voulez, pour lui, au regard évidemment de ce désastre dont on vient de parler. Il va changer de registre, il va changer de braquet en quelque sorte, et il va ici évidemment se situer dans un registre local. C'est à mon avis sa seule planche de salut, mais ça va être assez compliqué. Alors justement, puisqu'on parle des législatives, dans les Yvelines, députés et sénateurs, mais bon là on parle des députés, sont LR, vont-ils eux aussi avoir peut-être des problèmes pour garder leur siège ou gagner leur siège, ou bien à votre avis le département restera au niveau, encore une fois, législatif, dans la droite habituelle? Alors je n'ai pas de boule de cristal, mais je penche plutôt pour la seconde au vu des résultats du premier tour. Oui, parce que on voit que le socle de la droite traditionnelle dans les Yvelines n'est pas ébranlé, si vous voulez. En dépit de tout ce qui s'est passé, en dépit de ces histoires d'affaires, etc., on voit que le score de Fillon est, par rapport à cela, excellentissime. Pour revenir au niveau national, quel regard vous portez sur la campagne de l'entre-deux tours et d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen? C'est important quand même cette campagne pour le second tour. Encore une fois, on voit que les gens suivent à la télévision, les gens s'y intéressent et certainement pour savoir quoi voter. Vous avez raison de souligner que c'est important, parce qu'on n'est pas en 2002. On n'est plus en 2002. On n'est plus. Est-ce que le Front républicain va fonctionner, voilà. Il s'est fissuré, le Front républicain, si vous voulez. Et ne serait-ce qu'au regard de ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des électeurs de Mélenchon qui s'abstiendront, dont beaucoup s'abstiendront ou iront voter blanc. Au regard aussi de ce qu'annoncent les intentions de vote du côté des électeurs de François Fillon, dont on dit aujourd'hui qu'ils seront à au moins un tiers à s'abstenir, à ne pas pouvoir aller voter pour François Fillon, et dont on dit aussi qu'ils seraient à peu près à 20 à 25% à donner leur voix au Front National, à Marine Le Pen, comme certains grands élus l'ont fait déjà valoir. Donc cette campagne du second tour, elle est importante, ne serait-ce que parce que justement il y a quand même une forme d'incertitude, et je crois que Macron, les commentaires étaient justes en disant que notamment son discours de dimanche soir manquait un peu de peut-être pas d'humilité, mais un peu de punch, du punch nécessaire à la reprise d'une campagne. Le second tour, tout recommence. Rien ne se finit et tout recommence. Et Marine Le Pen l'a bien compris en étant très violente dans ses propos tout de suite. Donc Le Pen est plutôt bien parti, mais Macron, là, moi j'ai par exemple trouvé sa sortie à Amiens, à l'usine Whirlpool, assez stratégiquement intelligente. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour promettre que tout ira mieux, ce qu'a fait Marine Le Pen, qui est restée quelques minutes, mais il est resté 1 heure, je crois, en disant que et évidemment, il ne pouvait pas tout promettre. Donc là, je trouve que c'est un positionnement assez subtil. On le sait que la communication compte beaucoup. Par exemple, entre ces deux tours, on a eu une nouvelle affiche, un nouveau slogan. Vous parliez de Whirlpool, ils sont là, ils font les selfies, etc. Est-ce que c'est uniquement pour nous, les journalistes, que ça fonctionne, ou est-ce que auprès du peuple, à votre avis, les gens regardent aussi ça? Tout simplement, comment ils se comportent, comment ils sont habillés, Si ça ne fonctionnait pas, nos candidats ne se livreraient pas à ce genre de jeu. Quoique souvent, vous savez, vous le savez mieux que moi, ils apprécient beaucoup la lumière des plateaux, des caméras et des micros. Mais je crois franchement qu'ils ne perdraient pas leur temps à toute cette mise en scène s'ils n'étaient pas convaincus et si leurs conseillers n'étaient pas convaincus que ça leur rapporterait des voix. Donc oui, très clairement, je pense que l'électorat est encore sensible, même s'il est peut-être un peu moins naïf
que pendant un temps. Souvenez-vous de cette image en 2007, de cette image de Sarkozy en Camargue sur son cheval, qui avait l'air d'être seul au monde. Et quand on voit, avec un peu plus de recul, on voit qu'il y avait une remorque avec une cinquantaine de journalistes derrière lui. Bon, on est, de toute façon, la vie politique est essentiellement, c'est pas moi qui le dis, ce sont des grands auteurs dans sciences politiques, c'est une mise en scène. C'est d'abord une mise en scène de soi, et c'est la mise en scène d'un théâtre. Donc ça reste, dans toutes les démocraties, et ça n'a rien de choquant, avant tout une pièce théâtrale. Oui. Alors le troisième tour législatif, ça va arriver très très rapidement. Si, comme les sondages nous l'indiquent, Emmanuel Macron sera le prochain président de la République dans une semaine, quelle chambre va-t-il avoir ? Comment va-t-il gouverner ? Mais ça, c'est la question cruciale. Vous voyez, je pense que... Parce que tout le monde essaye de se placer là. Encore une fois, les égos, vous savez, à gauche, à droite, partout. Hein. Vous savez, les perdants ont assez peu d'amis, et les gagnants en ont beaucoup, subitement. Mais je ne suis pas sûr que Macron soit dupe. Mais enfin, le fait est qu'il a besoin de beaucoup de monde. Il présentera ses 577 candidats aux 577 sièges de l'Assemblée nationale. A priori, ça n'est pas gagné. Ça n'est pas gagné parce que, au regard de ce qu'on disait tout à l'heure, En Marche est encore un mouvement très jeune. Ça n'est pas un mouvement implanté. Ça n'est pas un mouvement qui dispose d'une base d'élus. Très important, c'est extrêmement important pour un parti d'avoir des élus, parce que les élus, notamment locaux, restent, quoi qu'on en dise, des relais d'opinion assez importants, auprès notamment des bases militantes. Donc c'est très fragile, ça va être très compliqué, si bien qu'on se dit qu'il n'est pas exclu qu'on ait affaire ici, enfin que le président de la République, Emmanuel Macron, soit contraint de se plier à une forme de coalition. On n'est pas habitué aux coalitions. Coalition, c'est deux partis ou plus, qui sont obligés de s'associer pour constituer une majorité. Ça serait tout nouveau en France. Mais cela dit, n'oublions pas, parce qu'on l'omet, que la constitution de la Ve République, donc rédigée par Michel Debré, voulue par le général de Gaulle en 1958, qui a été révisée 24 fois depuis. Bon, mais enfin, il y a quand même encore un socle très, très solide de ce point de vue-là, qui subsiste, que cette constitution permet, on l'a déjà vu, à un gouvernement minoritaire, à l'Assemblée nationale, de pouvoir gouverner. Ça a été le cas, par exemple, de Michel Rocard entre 1988 et 1991. Les rocardiens, les socialistes rocardiens étaient minoritaires à l'Assemblée, ce qui n'a pas empêché Michel Rocard de gouverner, et me semble-t-il plutôt bien. Donc les outils constitutionnels sont là pour permettre à un gouvernement minoritaire, encore faut-il qu'il soit minoritaire de peu, de pouvoir gouverner. Vous parlez de coalition, pas de cohabitation, on est bien d'accord. C'est-à-dire, est-ce que, et encore une fois, il y en a qui se placent, notamment LR, verrait bien une chambre majoritaire, les Républicains, et avec un Premier ministre, par exemple François Baroin, à Matignon. On peut l'envisager, ça ? Oui, c'est envisageable. Mais alors, vous voyez, ce serait vraiment un pied de nez de l'histoire, parce que la révision constitutionnelle relative au quinquennat et aux élections législatives a justement voulu éviter cela. On a connu une première cohabitation en 1986, Jacques Chirac, Premier ministre, François Mitterrand, président de la République, une seconde cohabitation en 1993 avec Édouard Balladur, Premier ministre, Mitterrand, président de la République, et puis une troisième avec Jospin, 97, et Jacques Chirac, président de la République. Donc on en avait... le régime ne supportait pas ce système de la cohabitation, on a voulu y mettre fin. Et voilà que la cohabitation chassée par la porte risque de revenir par la fenêtre, en quelque sorte. Donc c'est pas exclu, ouais. Une dernière question, est-ce qu'à votre avis, la Ve République a encore une fois résisté à cette élection, et est-ce qu'elle va résister encore longtemps ? Oui. Je dis oui. C'est un oui très, peut-être un peu trop aventureux, mais le propre de ce régime de la Ve République, c'est qu'il est beaucoup plus souple, beaucoup plus plastique qu'on ne le pensait. On se disait, voilà, c'est une espèce de temple avec un fronton et 4 colonnes de marbre, une espèce de chose indestructible, mais qui ne bougera pas. Je vous l'ai dit, la Constitution a été révisée 24 fois depuis 1958, mais en tout cas, les grands enjeux, les grands systèmes, les grands fondements de la Ve République ont montré leur efficacité justement parce qu'ils sont suffisamment souples pour résister, y compris à des tempêtes politiques assez fortes. Merci beaucoup Stéphane Manson d'avoir été notre invité ce soir. Avec plaisir. C'est la fin de cet hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne semaine à tous. À dimanche. L'hebdo politique sur Sensation.